À un moment donné, en fait, je me suis rendu compte, durant mes voyages en Afrique, je rencontre pas mal de jeunes qui faisaient la même chose que moi dans leur pays, qui voulaient promouvoir la citoyenneté augmentée, qui voulaient conscientiser et accompagner en fait ces citoyens-là à s'accaparer de l'espace politique public et de se positionner comme étant des acteurs nouveaux. Et donc la remarque qui revenait souvent, oui, c'est comment faire, qui peut nous aider, ainsi de suite. Comme c'est des remarques qui revenaient très souvent, je me suis dit pourquoi ne pas créer une ligue qui va regrouper tous ces acteurs, tous ces jeunes autour d'une volonté unique, d'une initiative et qui pourrait les aider, les accompagner pour tout ce qui est question de sécurité, de diffusion d'informations, de partage de contenu, mais aussi d'utilisation de plateformes. Et là, on a créé Africtivist qui regroupe aujourd'hui 150 jeunes africains de 35 pays du continent, y compris les anglophones. Alors comment ça fonctionne au quotidien par exemple? C'est-à-dire vous êtes en réseau, vous échangez sur certaines thématiques On est en réseau et la question la plus importante, la plus cruciale chez nous, c'est la sécurité. La sécurité, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que depuis un moment, après la révolution tunisienne et nous, ce qu'on a fait à Dakar avec l'observation citoyenne, on s'est rendu compte que certains chefs d'État avaient la manie et cette tendance à couper Internet et à censurer les réseaux sociaux durant la période des élections. On s'est dit, il nous faut travailler pour trouver des réponses et donner quand même la possibilité à ces gens-là de continuer à s'exprimer, à se prononcer quand ces situations-là arrivent chez eux. Donc c'est la première exigence qu'on s'est fixée, c'est de trouver des réseaux parallèles pour accompagner sur le plan de la sécurité par rapport à l'anonymat, par rapport à l'accès au réseau Internet, par rapport à la connexion sur les réseaux sociaux. Et ces outils-là, aujourd'hui, on a la chance de les avoir puisqu'on a des partenaires techniques avec qui nous travaillons. C'est comme l'université de Clemson aux États-Unis avec le professeur Brooks qui nous accompagne sur les questions de sécurité numérique. Mais parmi nous, il y a des experts qui sont aussi quand même à l'aise pour la sécurité numérique, y compris moi. Et aujourd'hui, c'est notre cheval de bataille. Ensuite, on fonctionne en réseau et on accompagne des initiatives locales. Pour la Gambie, on a commencé à travailler dessus depuis 1 an. Aujourd'hui, le président Yahya Jammeh a cédé le pouvoir au vainqueur. On s'y attendait pas forcément, mais on avait fait un travail en amont qui consistait à rappeler les faits, les exactions et toutes les violations des droits que Yahya Jammeh a eu à faire depuis 22 ans de pouvoir. Et aujourd'hui, ça a porté des fruits. Pour d'autres pays comme le Tchad et comme aujourd'hui le Gabon et le Cameroun, on est en train de travailler avec des réseaux locaux et on a des stratégies que nous déployons qui sont sous-marins, qui sont pas publiées ni diffusées, mais que nous maîtrisons et qui vont porter des fruits et des impacts. Donc le réseau existe, ce travail en réseau-là existe. Après, les réponses que nous apportons aussi ont été construites et organisées depuis le début et c'est ce qui fait qu'on est assez soudés et assez outillés pour apporter des réponses à ces dictateurs ou présidents. Les États, les présidents, comment est-ce qu'ils voient ça? Est-ce que vous avez eu déjà des soucis? Est-ce que vous vous sentez regarder, voire espionner? C'est évident qu'ils voient ça comme une menace. À plusieurs reprises, des confrères, des collègues ont été arrêtés chez eux. Je suis avec Cyriaque Bougou de la Côte d'Ivoire qui m'accompagne aujourd'hui. Il a été arrêté par la police en 2012 parce que tout simplement, il avait porté une initiative citoyenne qui visait à aider des victimes d'un accident au niveau du plateau après la célébration du Nouvel An. Et donc c'est une initiative sociale qui voulait accompagner les victimes, les aider à retrouver leurs proches, ou comme ce qui s'est passé ici en fait avec Paris Ouvert après les attentats du 13 pour accueillir certaines personnes. Et d'autres ont été aussi arrêtés chez eux ou expulsés. On a reçu pas mal de Gambiens qui ont été expulsés chez eux. On a fait exfiltrer 4 Congolais. Aujourd'hui, l'un d'entre eux est toujours en exil et il est accueilli dans d'autres pays. Mais c'est des choses que nous faisons et qui ne sont pas communiquées. Donc la menace, elle est là, elle est présente. Après, on se pose la question, entre nous, citoyens qui voulons promouvoir la démocratie dans nos pays, et ces présidents-là qui se disent démocratiques, pourquoi on est censé être antinomique ou opposé alors qu'on veut la même chose? On se pose la question, qui est fautif dans cette situation? C'est pas forcément nous, parce que nous faisons un travail d'information, de sensibilisation. Ces présidents-là, c'est des gens qui doivent quitter le pouvoir. Des Camerounais aujourd'hui sont jugés comme des terroristes. Le président de l'Assemblée nationale a fait une sortie pour dire que les réseaux sociaux ou les acteurs qui sont dans les réseaux sociaux sont des terroristes. Des acteurs sénégalais ont été arrêtés en RDC. Ainsi de suite. Un ministre ivoirien a taxé d'un petit groupe de 200 personnes, ces acteurs citoyens en Côte d'Ivoire. Donc,
c'est la réalité, c'est cette réalité-là que nous vivons. Mais on s'y attend et on saura faire face à tout ça. Il n'y a pas du tout eu de dialogue par rapport à votre initiative avec des conseillers de certains présidents. Il n'y a pas eu d'échange. Chacun est dans son camp. Chacun est dans son camp et nous, cette situation ne nous a pas surpris en quelque sorte. Quand on s'est regroupé à Dakar en novembre 2015, on s'est dit, on invite les politiques et on leur dit, voilà, nous sommes en train de faire ce travail-là, c'est une façon de vous accompagner. Nous ne sommes pas vos adversaires, nous ne sommes pas vos opposants. Venez travailler avec nous pour le bien de ce continent et de nos pays. Et on s'est dit, on va aller vers l'Union africaine, cette institution africaine qui regroupe tous les pays de ce continent, ou presque, et nous leur demanderons d'être des observateurs ou un réseau ayant un statut d'observateur pour porter la voix du citoyen africain, de ce Sénégalais-là qui est à 700 km de Dakar, de cet Ivoirien qui est à 250 km de la capitale, et de leur dire la réalité et des choses qu'ils ignorent, parce qu'ils sont dans leur confort d'hommes politiques, de dirigeants, et ils ignorent la réalité. Après, c'est un processus. On est en train de travailler là-dessus, et on pense y arriver un jour, d'un moment à l'autre. C'est un lien qu'il nous faut trouver avec ces politiques. Nous faisons le pas, mais c'est à eux de faire aussi un pas vers nous. Donc la réponse à Dakar a été non. Il n'y a pas eu de contact direct. On n'a pas eu de contact direct avec certains gouvernements, mais avec l'Union africaine, pour le moment, on a commencé quelque chose. Nous travaillons avec le Conseil de sécurité et nous avons proposé quelque chose. On les assiste souvent sur des campagnes de sensibilisation et des campagnes de dénonciation. C'est du plaidoyer, mais après, nous voulons plus. Nous voulons être présents et être vraiment avec un impact réel sur les décisions qui sont prises souvent au sein de cette institution-là. Et on a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso avec le putsch de Diendéré, quand la CEDEAO a mandaté un président de la République pour porter la voix de l'Afrique. Les citoyens burkinabés sont sortis et ont dit non, ils n'étaient pas d'accord avec la proposition de Macky Sall qui représentait la CEDEAO. Et finalement, on s'est rendu compte que c'est ce que les Burkinabés exigeaient, voulaient, c'est ce qui a été finalement retenu et c'est ce qui a prévalu. Qu'est-ce que ce sommet à Paris représente pour vous ? Alors, le sommet représente un moment de networking et de réseautage et un moment aussi de visibilité pour toutes les actions qui sont menées en Afrique et qui sont souvent inconnues et qui paraissent peut-être un peu moins importantes que certaines initiatives en Europe. Aujourd'hui, on a des démocraties à construire, on a des acquis démocratiques à consolider. Et ces initiatives citoyennes ont besoin d'être vues, connues, et ont besoin d'avoir un petit peu de soutien, ne serait-ce que des partenariats techniques sur le plan du déploiement, de la stratégie, des outils, et aussi un soutien sur le plan financier avec des mécénats ou des bailleurs qui pourraient comprendre les enjeux et accompagner cette révolution digitale que l'Afrique est en train de connaître. Vous pouvez nous donner deux exemples ? Les exemples que nous allons mettre en avant, c'est des initiatives d'open data et d'open government. Accompagner ces États-là, ces gouvernements à rendre publiques les données, à rendre accessibles ces données-là et que ces données-là puissent servir aux citoyens pour comprendre exactement la vie politique et comprendre exactement les processus internes dans ces gouvernements. L'autre action qu'on va mettre en avant aussi, c'est la construction et la consolidation de ce réseau Africtivis qui a besoin de soutien pour s'implanter de plus en plus en Afrique et aussi fédérer toutes les forces citoyennes de ces jeunes-là du continent qui ont des choses à dire et qui ont déjà fait leurs preuves et qui continuent à s'exprimer de plus en plus. L'autre élément qu'on mettra aussi en exergue, c'est des initiatives locales. Aujourd'hui, on a vu pas mal de projets au Bénin, au Togo, au Cameroun et plus proche au Mali qui ont été portés par des jeunes et qui ont aussi besoin de ce soutien technique et financier. Et ces personnes-là sont aujourd'hui avec nous et nous les accompagnons dans leurs projets. Et c'est ce que aussi le partenaire que nous avons, qui est Canal France, CFI, un opérateur de médias, fait avec nous en Afrique et sur des plans plus ou moins stratégiques et techniques. Au plan gouvernemental, comment est-ce que vous voyez les choses sur le continent ? Est-ce qu'il y a réellement des déclics ? Est-ce qu'il y a des gouvernements qui commencent à s'ouvrir, qui commencent réellement, au-delà de la communication politique, à faire des choses ? Ils sont obligés. Et ils sont obligés de s'ouvrir ou ils vont disparaître. Ils sont obligés de s'ouvrir et de s'inscrire dans cette dynamique.
Parce que on est dans un monde du digital, on est dans un monde où l'info doit devenir accessible, doit devenir exploitable, où l'info doit être diffusée et publiée. Sinon, on te dira que tu as des choses à cacher. Et c'est le cas en ce moment. Après, ces gouvernements n'ont pas envie de les publier parce que ça met à nu toutes leurs insuffisances et tous leurs manquements sur le plan politique et sur le plan stratégique. Donc, nous allons vers ça. Ils l'ont compris, mais ils cherchent les moyens de contrôler, en fait, cette dynamique-là. Ils cherchent à avoir les moyens pour mieux organiser leur magouille politique, ce qui se fait de plus en plus. Et la réponse qu'on leur donne, c'est oui, vous le faites, mais vous le faites pas seul. Nous voulons le faire avec vous. Vous avez été élus par nous, et donc ce travail-là d'accès aux données ou de la mise à disposition des données, vous allez le faire avec nous. Certains pays commencent à vraiment faire leurs preuves. C'est comme le Burkina Faso qui a une plateforme de Pwn Data, et d'autres pays aussi emboîtent le pas, mais c'est de façon très timide. Et nous voulons que ça aille de plus en plus rapidement.